Ces lance-roquettes, comment ces groupes s'approvisionnent-ils et où une grande enquête menée par l'ONG Conflict Armament Research lève le voile et nous recevons l'un des auteurs principaux du rapport. Bonjour Léo Jarry. Bonjour monsieur. Merci d'être sur France 24. C'est le deuxième rapport de la série Perspective de la ligne de front au Sahel. Vous êtes ici donc concentré sur l'approvisionnement en armes de ces groupes armés et notamment des djihadistes. Avec quelle méthode de travail d'abord ? Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, c'est le deuxième rapport donc de cette perspective de la ligne des fronts, de cette série. Le premier rapport traitait de la question des munitions et ce présent rapport qui sort donc aujourd'hui traite de la question des armes. La méthodologie chez Conflict Armament Research, que l'on appelle CAR, est assez simple. Nous déployons, auprès des forces locales dans les pays avec lesquels nous travaillons. Donc au Sahel, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et nous allons sur les zones de tension pour pouvoir documenter, c'est-à-dire procéder par enquête photographique et puis ensuite par un travail plus approfondi. Nous travaillons sur les armes illicites que saisissent ces autorités-là. Et donc nous avons, au cours des 10 dernières années d'existence de Conflict Armament Research, même un petit peu plus, nous avons travaillé donc avec ces trois pays pour comprendre d'un peu d'où provenaient les armes de ces groupes djihadistes. Pays dirigés par des juntes, ça ne nous a pas empêché de collaborer? Non, pas du tout. Conflict Armament Research les activités de Conflict Armament Research ont largement pu survivre aux évolutions politiques régionales. Aujourd'hui, la limite de nos activités dans la région est un peu plus la conséquence de politiques budgétaires de nos donneurs que d'une nouvelle politique des autorités de ces pays-là. Première conclusion, pas de fantasme à avoir sur un éventuel marché djihadiste de l'armement, ça n'existe pas. Vous révélez que ces groupes se servent finalement chez eux, il n'y a pas de réseau extérieur. Tout à fait, c'est la principale trouvaille, si j'ose dire, de ce rapport. Les groupes djihadistes n'ont pas besoin et ne vont d'ailleurs pas privilégier un approvisionnement en armes qui est très lointain ou très distant de leur zone d'opération. Nous estimons donc que c'est la source même de leur résilience, c'est leur capacité à s'ancrer localement, y compris pour ce qui est de leurs approvisionnements en armes. Comment cela se traduit-il ? Bien, très concrètement, ces groupes djihadistes vont finalement s'ancrer dans des dynamiques locales pour leur gouvernance, mais aussi leurs approvisionnements en attaquant donc évidemment des forces armées, les forces de sécurité, contestant les autorités de ces dernières. Et puis, c'est ce que l'on explique dans ce rapport, une grosse partie de ces armes-là, à minima 20%, proviennent directement des stocks des forces armées et de sécurité, ont été capturés sur le champ de bataille par ces groupes djihadistes. Donc il y a un caractère opportuniste. Tout à fait, local et opportuniste. Oui. Ils récupèrent les armes des armées qu'ils affrontent. Votre rapport finalement montre à quel point ces armées basées dans le Sahel sont vulnérables. Elles le sont parce qu'elles combattent un ennemi qui est très actif, un ennemi qui devient de plus en plus puissant, qui prend pied réellement sur ces territoires. Et puis, bien sûr, c'est un cercle un petit peu vicieux, puisqu'à partir du moment où vous perdez du matériel qui ensuite rentre un petit peu dans les arsenaux de l'ennemi, cet ennemi croît, évidemment, gagne en capacité militaire et devient de plus en plus dangereux. On aurait pu penser que la chute de Kadhafi et la guerre civile en Libye en 2011 aurait pu inonder la région en armes. Vous dites que oui, ça a été important, mais c'est pas déterminant non plus dans l'armement de ces groupes. Tout à fait. Alors ce que l'on observe, c'est qu'en réalité, la proportion des armes qui sont identifiées comme provenant des stocks de la Jamahiriya libyenne, donc tombée en 2011, ne représente environ dans les stocks djihadistes que 7% de l'arsenal. Ce qui montre bien que c'est un apport qui peut-être à un moment a été très important, mais qui aujourd'hui, sur une période de 10 ans, a eu tendance en tout cas à devenir bien moindre. C'est une importance qui est vraiment s'est amenuisée. Alors bien sûr, c'est la conséquence aussi directe du fait que ces groupes-là n'ont pas besoin d'aller jusqu'en Libye pour s'approvisionner en armes. Ils vont encore une fois constituer leur stock principalement sur des stocks locaux. Et du coup, est-ce que les djihadistes s'arment de la même manière qu'on soit issu de l'État islamique ou d'Al-Qaïda? La méthodologie d'approvisionnement est la même. Donc on va faire place belle évidemment aux captures sur le champ de bataille, c'est-à-dire à la prédation sur les stocks nationaux. On va aussi utiliser beaucoup d'armes qui circulent déjà dans la région. En revanche, la constitution de ces arsenaux va du coup différer, puisque bien sûr étant localisés, ce que l'on observe c'est une dichotomie entre des groupes qui parfois ont la même affiliation. Vous prenez par exemple l'État islamique au Sahel, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le premier opérant dans la zone des 3 frontières, entre Mali, Burkina et Niger, et le second opérant au lac Tchad. Ces deux groupes, pourtant alliés,
ont des arsenaux qui diffèrent notamment. Et donc, vous ne trouvez pas les mêmes séries d'armes. Ce qui est intéressant parce que... Donc, c'est vraiment la géographie qui prime. C'est la géographie. C'est pas l'idéologie. Tout à fait. Et il y a donc un paradoxe parce que si vous prenez Al-Qaïda ou Daesh, ces entités-là, en règle générale, nous avons tendance à les penser comme des entités presque intégrées, très internationalisées. Elles le sont certainement dans leur propagande, dans leurs projets politiques, etc. Mais la résilience des groupes qui fondent ces organisations est elle-même basée sur un ancrage local. Et c'est, encore une fois, cet ancrage local est en réalité la source vraiment du pouvoir et de la résilience de ces groupes. Alors, quelles sont les armes que l'on retrouve dans les arsenaux des djihadistes? Alors, c'est des armes de type militaire, type commun, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les stocks des États de la région. Vous avez donc comment puis-je simplifier, des Kalachnikov, des variantes de Kalachnikov. Ouais, vous avez pas ça, non? Ça, c'est pas une Kalachnikov. Non, ça pas du tout, excusez-moi, j'avais pas vu des images s'afficher derrière moi. Non, alors là, vous avez par exemple un AK-103-2, etc., donc qui est une variante de fusil Kalachnikov. Vous avez là ici un HK, un fusil d'assaut, un autre type de fusil d'assaut. Donc c'est des fusils d'assaut majoritairement? Oui, ce sont des fusils d'assaut, ce sont donc des fusils d'assaut, des mitrailleuses lourdes et légères, ce sont des lance-roquettes, ce sont encore une fois des armes qui vont répondre à un besoin de conflit militaire, mais qui sont disponibles localement. Encore une fois, c'est cette raison entre les objectifs mais aussi la disponibilité de ces armes qui va permettre aux djihadistes de constituer cet arsenal. Donc c'est pas forcément des armes sophistiquées? Non, ça n'est pas nécessairement des armes sophistiquées. Mais ça n'empêche pas ces groupes d'être puissants dans ces régions-là. Tout à fait. Ces groupes sont très puissants, encore une fois, parce qu'ils s'ancrent dans des dynamiques locales. Ce sont des groupes qui arrivent à très bien s'ancrer, à très bien se mouvoir dans ces dynamiques locales. Ce sont souvent des groupes qui sont nés de griefs locaux, qu'ils ont su exploiter à leurs avantages. Est-ce que vous avez trouvé des armes provenant de pays occidentaux ou pas du tout? Alors, des armes provenant de pays occidentaux, des armes qui auraient été fournies par des pays occidentaux aux djihadistes, non, pas du tout. Ça, nous n'en avons pas trouvé trace. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé trace d'un soutien extérieur, quel qu'il soit, à ces groupes djihadistes. Nous, ce que nous voyons, c'est que ces groupes sont autosuffisants. Encore une fois, et je souhaite vraiment souligner ce fait-là, ces groupes djihadistes sont très puissants parce qu'ils sont autosuffisants. Ils sont sans doute aussi reconnus par l'autorité centrale de leur mouvance d'allégeance parce qu'ils ont cette capacité à survivre. Le Sahel est devenu l'épicentre mondial du terrorisme, avec une escalade alarmante des violences depuis 2012, particulièrement dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. En 2024, 51% des décès liés au terrorisme dans le monde, 3885 sur 7555, se sont produits dans cette région, selon le Global Terrorism Index. Les groupes djihadistes, notamment la branche d'Al-Qaïda Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimin, JNIM, et l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, exploitent l'instabilité politique, la faible gouvernance et les grivances locales pour étendre leur influence. Ces groupes financent leurs activités par des enlèvements contre rançon, 40 à 65 millions de dollars depuis 2008, le trafic de drogue, le vol de bétail et l'exploitation de ressources comme l'or artisanal. La lutte contre le terrorisme au Sahel nécessite une approche multidimensionnelle, renforcer les institutions, investir dans l'éducation, surtout pour les jeunes, restaurer la gouvernance locale et coordonner les efforts régionaux. Sans cela, la région risque une contagion vers les États côtiers, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, déjà touchés par des attaques sporadiques, et une aggravation de la crise humanitaire, 6,3 millions de déplacés, 30 millions en insécurité alimentaire.